Bismillah. Je vois que tu as une lettre, Kamala. À la table du petit déjeuner, la grosse voix retentit comme un tonnerre et fit sursauter Kamala. Puis elle répondit. Oui, oncle Marc. Elle avait vu la lettre aussitôt entrée dans la pièce. Le majordome devait, les instructions reçues, placer le courrier sur la table du petit déjeuner. Cet ordre, Kamala le savait, était l'un des nombreux moyens qui permettaient à son oncle d'avoir un œil sur tout ce qui se passait dans sa maison. En fait, peu de choses échappaient à son regard aigu, et c'est avec un petit sourire de satisfaction qu'il vit pâlir Kamala. Qui est ton correspondant? Elle aurait dû deviner qu'il l'interrogerait. Je sais pas, oncle Marc. Tu n'attendais pas de lettre? Non, oncle Marc. Alors tu dois être curieuse de savoir quel peut bien être l'auteur de cette lettre. Je suggère que tu l'ouvres et que tu nous la lises à haute voix. Kamala dirigea avec nervosité son regard vers le bout de la table. Son oncle était un homme de forte stature, au teint rouge. Il imposait à sa femme et à ses domestiques une discipline de fer. En vérité, c'était un tyran domestique que peu de gens osaient braver. Je ne vois vraiment pas pourquoi Kamala recevrait une lettre, dit Sophie d'une voix plaintive et irritée. C'était une grosse fille dépourvue d'attrait qui ressemblait assez à son père, et Kamala ne connaissait que trop la jalousie de Sophie à son égard. Le simple fait que sa cousine reçût une lettre qui lui était personnellement adressée, fût celle d'un magasin, ne pouvait manquer d'éveiller son envie. Que son oncle ne fasse pas de scène au sujet de la lettre, Sophie en ferait une plus tard. Cela, Kamala ne le savait que trop. Je ne sais pas de qui cela peut bien être, dit Kamala, regardant l'enveloppe comme si elle contenait un piège. Alors, ne continuons pas à spéculer sur l'identité de ton correspondant, dit Mark Playton, sarcastique. Ses yeux durs parurent s'attarder sur les joues pâles de Kamala, et un sourire cruel erra sur ses lèvres en voyant trembler les mains de la jeune fille. Il eût été difficile de trouver deux jeunes filles offrant un aussi complet contraste que Sophie et Kamala. En fait, on avait peine à croire qu'elles fussent parentes. Kamala était petite et d'une ossature délicate, ses yeux semblaient presque trop grands pour son petit visage mince, et ses cheveux avaient la couleur d'une naissante aurore. Ses yeux étaient d'un bleu profond, couleur de tempête, et quelques ancêtres irlandais lui avaient fait don de cils sombres qui accentuaient la fragile pâleur de sa peau. La grâce de ses mouvements évoquait le balancement d'une fleur dans la brise. Tout en elle était d'une exquise perfection. Sophie, elle, était grasse et commune. Elle avait des cheveux raides d'un brun indéfinissable et une peau plutôt blême, rendue plus terne encore par l'abus des sucreries. Peu intelligente, contrairement à son père qui était extrêmement astucieux, elle ne désirait pas vraiment s'améliorer. Elle se contentait de vouloir ce que possédaient les autres, et bien qu'irritable et péremptoire, elle n'aurait pas consenti au moindre effort pour satisfaire ses ambitions. Kamala prit la lettre et ouvrit l'enveloppe. L'écriture lui était inconnue, mais quand elle vit la signature, elle retint son souffle. Elle n'avait rencontré qu'une fois son auteur. Eh bien, demanda son oncle, es-tu maintenant en mesure de nous dire qui t'a écrit? C'est monsieur Philip Redfield, oncle Mark, balbutia Kamala. Pourquoi est-ce à toi qu'il écrit? Cria Sophie de l'autre côté de la table. C'est moi qui l'ai venu voir. Il est mon ami. Cette lettre doit être pour moi. Mais oui, je suis sûr qu'elle est pour toi, dit précipitamment Kamala, tendant la lettre à sa cousine. Montre-moi l'enveloppe, dit Mark Playton. Kamala ramassa l'enveloppe qu'elle avait posée sur la table et la tendit à son oncle. Il la regarda attentivement tandis que ses épais sourcils se rejoignaient sur son front. L'adresse paraît évidente, dit-il. Mademoiselle Kamala Lindsay. C'est ton nom, je pense. Oui, oncle Mark. Écoutons donc ce que ce jeune homme a à te dire. Kamala déplia le feuillet d'une main tremblante, puis commença d'une voix si basse qu'elle était à peine audible. Ma chère mademoiselle Lindsay. Je n'entends rien. Avec effort, Kamala recommença. Ma chère mademoiselle Lindsay. Ce fut pour moi un très grand plaisir de vous rencontrer dimanche dernier, et je me suis surpris à penser à vous depuis lors. Serait-il possible de nous rencontrer quelque part où nous pourrions parler? Peut-être dans le parc, ou bien où vous voudrez. Je vous en prie, ne refusez pas de me voir. Je voudrais m'entretenir avec vous d'un sujet des plus importants. Puis-je vous redire le profond et durable plaisir que j'ai eu à faire votre connaissance?
J'attendrai impatiemment votre réponse, votre sincère admirateur, Philip Radfield. Kamala avait lu de façon hésitante, faisant de courtes pauses entre les phrases. Quand elle acheva sa lecture, sa voix sembla sombrer dans le silence. Elle ne leva pas les yeux de la lettre, continuant de la regarder comme si elle espérait qu'elle allait se dissoudre dans l'air léger. Pourquoi t'a-t-il écrit tempêta Sophie. Pourquoi ne veut-il pas me rencontrer, moi? Il était mon ami, le mien, avant que tu me le reprennes. Je ne crois pas que cette lettre soit pour toi. Tout en parlant, elle se leva brusquement, passa derrière la chaise de sa mère et arracha la lettre des mains de Kamala. Elle considéra l'écriture avant de hurler. Tu l'as fait exprès, tu l'as incité à bavarder avec toi et maintenant tu as manigancé. Je ne sais quel secret dont il veut discuter avec toi. Je te hais, Kamala, tu entends, je te hais. Sur quoi, Sophie lança violemment la lettre sur la table, puis de la main droite frappa durement Kamala sur la joue. Kamala se tassa sur sa chaise, tandis que son teint pâle s'enflammait sous le cou. Cela suffit, ordonna Mark Playton du bout de la table. Viens t'asseoir, Sophie, j'ai quelque chose à te dire. C'est déloyal, papa, c'est déloyal, cria Sophie en larmes. Kamala attire à elle tous les hommes qui viennent dans cette maison. Elle réussit à les ensorceler, elle use de magie noire. Assieds-toi, Sophie, je désire te parler, dit sèchement son père. Secouant la tête, faisant la moue de ses grosses lèvres, Sophie obéit, jetant un coup d'œil haineux à sa cousine. Tu vas me donner la lettre, Kamala, dit Mark Playton, et je vais envoyer à cet impudent freluquet une réponse qu'il n'oubliera pas de sitôt. Comme si elle avait su ce qu'on attendait d'elle, Kamala prit la lettre, la remit dans l'enveloppe, se leva et la posa à côté de son oncle. Je suis vraiment désolé, oncle Mark, dit-elle. Assieds-toi et écoute ce que j'ai à dire, ordonna Mark Playton. Kamala retourna à sa place, tout en jetant un rapide coup d'œil à sa tante de l'autre côté de la table. Pendant que Sophie criait et que Mark Playton ordonnait, elle était restée immobile, spectatrice silencieuse. Son expression était parfaitement indéchiffrable et pendant un instant, Kamala ne put s'empêcher de se demander ce qu'elle pensait de la scène qui venait de se produire. « J'ai beaucoup pensé à toi, Sophie, » dit Mark Playton à sa fille, « et j'ai certains projets concernant ton avenir qui, j'espère, aura ton approbation. »« Mon avenir, papa ?» demanda Sophie avec surprise. « C'est bien ce que j'ai dit, » répliqua son père. « Tu as maintenant 20 ans et il est temps de te marier. »« Me marier ?» dit Sophie sanglotant toujours. « Mais à qui ?» Il avait pris sa mère dans ses bras en prononçant ces mots. Et elle l'avait embrassé. Elle levait vers lui un regard d'adoration. « Êtes-vous bien sûr que nous ayons le droit de faire quelque chose d'aussi déraisonnable ?» demanda-t-elle. « Je veux vous montrer l'Italie. Cela fait des années que je le désire, répondit-il. Rien ni personne ne m'empêchera de vous emmener là-bas. »« Oh, mon chéri, c'est tellement merveilleux !» s'était écriée la mère de Kamala. Puis, jetant les yeux sur le visage de sa fille, elle avait saisi Kamala dans ses bras, la serrant contre elle. « Ne m'envoie pas de passer un mois seul avec ton papa, supplia-t-elle. Nous te laisserons avec ta gouvernante, qui veillera parfaitement sur toi jusqu'à notre retour. »« Bien sûr, maman, » avait dit Kamala, « je sais que vous avez besoin de vacances. » Personne n'en a autant besoin, dit fermement son père. Kamala savait qu'il disait vrai. Ils avaient connu des années de lutte, des années où l'argent manquait, où il ne pouvait même pas engager une gouvernante pour Kamala, et durant lesquelles son père s'était lui-même occupé de l'instruire. Elle aurait préféré qu'il continue d'en être ainsi, mais il n'aurait pu alors mener de front son propre travail, les recherches littéraires qu'il avait engagées, sans compter le temps qu'il prenait pour soigner bénévolement les enfants malades. Étrange, pensait Kamala, comme mon père avait été irrésistiblement attiré par les enfants, surtout lorsqu'ils étaient blessés ou malades. Le médecin du lieu était un homme d'un certain âge qui pouvait difficilement venir à bout d'une clientèle très disséminée. Il était heureux de confier à André Lindsay le soin de réduire une fracture, de bander un bras cassé et même de prescrire des plantes qu'il tenait pour aussi efficaces que des médicaments plus orthodoxes. Il semblait à Kamala, lorsqu'elle jetait un regard sur leur vie passée, que celle-ci avait été variée et bien remplie. Il faisait souvent des kilomètres dans la vieille carriole, tout ce que son père pouvait se permettre comme véhicule, pour se rendre dans une ferme où un petit garçon était tombé d'une meule, ou bien où un enfant toussait à rendre l'âme avec un bruit rauque que le médecin ne parvenait pas à diagnostiquer.
Kamala avait souvent pensé que c'était la présence de son père, autant que sa très réelle compétence, qui conduisait le malade sur la voie de la guérison. Il n'y avait pas de doute que les enfants qu'il traitait guérissaient et qu'il semblait même aller mieux dès qu'il se penchait sur eux. Il avait coutume de tout expliquer à Kamala et parce qu'il croyait certaines plantes et herbes plus efficaces que les médicaments, il lui montrait de vieilles recettes dans les manuscrits orientaux, des livres qu'il avait réunis et qui lui donnaient raison. Mais Kamala pensait qu'il possédait une sorte d'intuition et de don plus important que n'importe quelle connaissance livresque. Votre papa, il a le don. Voilà la vérité, lui avait dit une vieille femme. Quand il m'y touche, la jambe sent le mal qui s'en va. Un homme ne peut pas apprendre ça. C'est quelque chose qui lui vient de Dieu, subhanahu. Comme ils avaient été heureux, pensait Kamala. Sa mère semblait irradier le bonheur, malgré des périodes difficiles. Ils étaient morts ensemble comme il l'aurait souhaité, mais Kamala, elle demeurait seule. Elle se rappelait combien elle s'était sentie misérable, apathique, quand elle avait commencé à se rendre compte qu'elle ne reverrait plus jamais son père ni sa mère, et que son foyer serait désormais au château avec son oncle et sa tante. Il n'y avait personne d'autre vers qui elle pût se tourner, et quand son oncle Marc était arrivé, regardant avec mépris sa maison, observant ironiquement les tapis élimés, le jardin à l'état sauvage, remarquant l'absence de domestique, elle avait tout de suite su que son bonheur était fini. Mark Playton ne se faisait pas faute de critiquer son père et n'avait que mépris pour sa mère qu'il avait épousée. Il regardait de haut quiconque était pauvre. Il pensait qu'un intellectuel, un homme qui ne s'intéressait pas à l'argent, ne pouvait être qu'un imbécile. Kamala se rendait compte que son père avait été tout ce que n'était pas Mark Playton. Un gentilhomme, un sportif, pratiquant brillamment l'art de la conversation, un homme de goût, plein d'humanité et de compassion. C'était peut-être le fait que André Lindsay fut bien né qui irritait le plus son oncle. En grandissant, Kamala en vint à penser qu'en affirmant son pouvoir sur elle, son oncle essayait de se convaincre qu'il était physiquement et moralement supérieur à son père. Ton père si intelligent, qui est mort sans un sou vaillant. En voilà un homme intelligent qui ne peut même pas assurer l'existence de sa femme et de son enfant. Le sang bleu n'emplit pas un estomac vide. Chaque jour, il envoyait des piques de cette sorte à Kamala. Une amère expérience lui avait appris à ne pas répliquer, à ne pas bondir pour défendre son père. La provoquer pour qu'elle lui répondît était précisément ce que voulait son oncle. Mark Playton avait fait fortune dans le commerce, et Kamala comprenait maintenant qu'il était désireux de s'acheter une position sociale et le respect qui irait de pair avec cette position. Il y avait peu d'années qu'il habitait le château. Il en avait chassé une famille qui y vivait depuis plusieurs générations, mais qui ne pouvait plus en assumer l'entretien. Mark Playton avait luxueusement embelli l'intérieur avec tout ce que l'argent peut acheter. Cependant, Kamala ne pouvait s'empêcher de penser que le château, avec ses murs anciens et ses légendes venant du fond des âges, devait être bien plus beau avant de se trouver ainsi doté de tapis épais, de teintures de soie et de mobilier flambant neuf. Elle se glissait parfois jusqu'au grenier où l'on avait entreposé les tableaux et le mobilier laissés par les précédents propriétaires. Il y avait des portraits d'ancêtres, si vieux qu'on ne les avait pas trouvés dignes d'être emportés. Les hommes avaient des visages fins et aristocratiques, aux traits bien dessinés. Ils étaient très différents de Mark Playton, aux gestes rudes, au teint rougeau. Les femmes paraissaient douces et raffinées, et rappelaient sa mère à Kamala. Dans le grenier, il y avait aussi des rideaux de velours passés et des teintures aux broderies déchirées, caressées autrefois par des mains aimantes. Il y avait des sièges crevés, d'une élégance et d'une délicatesse bien différentes, des lourdes chaises et des sofas surchargés d'ornements, achetés par Mark Playton, parce qu'ils étaient chers. « Qu'est-ce que tu peux bien trouver d'intéressant dans ce vieux grenier sale ?» lui avait demandé Sophie une fois. « Les gens et leur histoire », avait répondu Kamala. Mais sa cousine n'avait pas compris. Maintenant, regardant sa chambre, le lit de cuivre étincelant et le tapis à fleurs, elle comprenait que la fortune ne pouvait rien acheter des choses qui avaient été siennes, chez elle, entre son père et sa mère. « Je ne peux pas me marier sans amour, se dit-elle. Mais en même temps, elle croyait sentir dans sa chair les coups de fouet de son oncle. Elle savait que si elle le défiait,
Il la battrait jusqu'à ce qu'elle perde connaissance. Tôt ou tard, il faudrait qu'elle lui cède. Jamais il ne lui permettrait de sortir victorieuse d'un combat contre lui. Brusquement, elle se décida. Il faut que je parte, se dit-elle. Je ne peux rester ici pour être battue jusqu'à ce que je fasse ma soumission. Et je ne veux pas. Je ne veux pas épouser le général, quoi que puisse faire oncle Marc. Elle était bien consciente du fait que si elle partait, il lui faudrait disparaître. Quand son oncle s'apercevrait de son départ, il ferait tout ce qui était en son pouvoir pour la ramener. Puis il la traiterait comme il avait traité un jour un garçon d'écurie qui s'était enfui après avoir estropié maladroitement un des chevaux. Son oncle avait fait rattraper le garçon, puis l'avait rossé si violemment qu'il n'avait pu quitter le lit pendant plus de 2 semaines. Voilà ce qui m'arrivera, pensa Kamala avec une sorte d'horreur. Je ne peux pas le supporter. Elle prit son front entre ses mains, essayant de réfléchir. Où pourrait-elle aller? On frappa à la porte et elle tressaillit. Qui est-ce? Demanda-t-elle avec appréhension. Elle avait l'impression que ses pensées étaient déjà connues de toute la maisonnée. La porte s'ouvrit. Ce n'était qu'une femme de chambre. Madame vous fait ses compliments, mademoiselle, dit-elle, et vous fait dire qu'elle va faire des courses en ville avec mademoiselle Sophie. Elle ne se rend pas de retour pour le déjeuner. Merci, Lucie. La porte se referma sur la femme de chambre et Kamala marcha jusqu'à la fenêtre. C'était l'occasion si elle devait partir, il fallait que ce soit maintenant. Mais comment partir et où aller? Quelque part où son oncle ne la retrouverait pas, mais où? Je pourrais aller en France, dit-elle tout haut. Peut-être dans un couvent, ce serait le mieux. Au moins, je n'aurais pas à m'inquiéter des avances importunes des hommes. Quelque chose de jeune et de résolu se rebellait en elle. Oui, en France, il y a sûrement des gens qui veulent apprendre l'anglais. Mais il fallait y arriver et cela coûterait de l'argent. Ses pensées s'organisaient comme les pièces d'un puzzle. Elle se souvint que les seules choses de valeur qu'elle possédait étaient la bague de fiançailles de sa mère, celle-ci l'avait laissée en partant à l'étranger de peur qu'elle ne fût volée, et une broche qui avait appartenu à sa grand-mère. C'était une constellation de brillants. Malheureusement, Kamala ne les avait pas par devers, elle. Son oncle les lui avait prises et les conservait dans son coffre. Il ne sied pas à une jeune fille de porter des bijoux, avait-il dit. Or, Sophie portait des perles et possédait plusieurs broches. Kamala savait que cette décision était dictée par le désir de la priver d'une joie. Elle calcula que les diamants devaient bien valoir au moins 100 livres. Elle s'assit à son bureau et commença une lettre. Quand elle eut terminé, elle la relut. Cher oncle Marc, je ne peux pas épouser le général Wellington et je sais que papa ne l'aurait pas souhaité. Je m'en vais donc là où vous ne pourrez pas me retrouver. Je dois vous remercier de m'avoir accueilli depuis la mort de mes parents, mais je me rends compte que depuis longtemps je suis de trop dans votre maison. Vous avez en votre possession une bague et une broche de diamants qui m'appartiennent. Elles valent au moins 100 livres. J'ai donc pris avec moi 25 livres d'argent liquide ainsi que Rollo, le cheval que vous avez payé 70 livres. Il y a quelques semaines, les 5 livres qui restent couvriront les frais de la selle et de la bride, car je ne voudrais pas vous être redevable de quoi que ce soit. Pardonnez-moi, je vous prie, les ennuis et inquiétudes que cette décision pourrait vous causer, mais je vous assure qu'il me serait impossible d'épouser un homme que je n'aime pas. Je reste votre nièce humble, quoique désobéissante, Kamala. Kamala relut la lettre de nouveau, la plaça dans une enveloppe sur laquelle elle écrivit le nom de son oncle et la laissa dans son bureau. Si on ne la découvrait que quelque temps après le retour de son oncle, elle avait d'autant plus de chances de s'échapper. Elle se changea vivement. Après avoir réfléchi un instant, elle enfila sous son amazone une fine toilette de soie ainsi que plusieurs jupons, et mit dans un panier une chemise de nuit, sa brosse et son peigne, et la blouse qu'elle portait généralement avec son amazone. Elle couvrit le panier d'un léger châle de laine, puis, le mettant sous son bras, quitta la pièce. Elle se rendit dans le boudoir de sa tante. Comme c'était la fin du mois, elle savait y trouver dans le secrétaire l'argent destiné aux gages des servantes. Son oncle payait les hommes, mais sa tante était chargée de payer les femmes de chambre, ainsi que les filles de cuisine. Kamala savait où l'on mettait la clé, car sa tante l'avait souvent prise en sa présence, mais quand elle la retira de sa cachette, elle ressentit soudain un pincement au cœur. D'une certaine façon, elle se conduisait comme une voleuse. Puis elle se dit, « Je ne prends que ce qui m'est dû, la bague,
et la broche valent plus de 100 livres et quand oncle Marc aura surmonté sa rage, il sera bien content d'être débarrassé de moi. Elle retira 25 livres et les mit dans sa bourse. Puis elle ferma le tiroir et remit la clé dans sa cachette. Reprenant son panier, elle descendit l'escalier, sortit et se dirigea vers les écuries. Voulez-vous sceller Rollo, s'il vous plaît demanda-t-elle au premier palefrenier. Bien sûr, mademoiselle, répondit-il. Partez-vous en promenade? Je vais dire à l'un des garçons de vous accompagner. Non, merci, dit Kamala. Je préfère aller seul, du reste, ce n'est pas loin. Le palefrenier jeta un coup d'œil sur le panier et pensa c'était ce que désirait Kamala, qu'elle allait visiter quelques femmes malades au village. On avait pris l'habitude de l'envoyer faire la charité à tel fermier malade, à tel vieillard à la retraite. Sophie refusait ses corvées. Très bien, mademoiselle, dit-il, mais faites attention, il se peut que Rollo se montre un peu capricieux. On ne l'a pas sorti depuis quelques jours. Quand on amena le cheval dans la cour, Kamala sut qu'elle avait bien choisi. Rollo était un grand rouan, bien entraîné et bien découplé. Il était vigoureux et plein de vie. Il encensa un peu pour faire preuve d'indépendance et s'agita, tandis que l'on aidait Kamala à se mettre en selle. Il était visiblement impatient de partir. Elle lui laissa la bride sur le cou pour traverser le parc, puis juste avant qu'ils atteignent la grille principale, elle l'arrêta et descendit. Elle étendit son châle sous un grand chêne, le roula autour des objets que contenait le panier et noua les extrémités avec des rubans. Puis elle attacha cette sorte de rouleau à sa selle, jeta le panier dans un buisson et se remit en selle. Après avoir quitté le parc, puis dépassé le village, Kamala se dirigea vers le sud. Elle se trouva en rase campagne et prit soin d'éviter les grandes routes avec leur circulation et leurs usages, leurs nuages de poussière. Elle ne s'arrêta qu'après avoir chevauché près de 3 heures dans une petite auberge sur le bord de la route pour que Rollo puisse se reposer et boire. Elle aussi avait besoin de prendre quelque chose. L'émotion que lui avait causée la vue de la lettre au petit déjeuner lui avait coupé l'appétit, ce qui faisait qu'elle était maintenant affamée. Il n'y avait que du pain et du fromage, mais qui lui semblèrent délectables, et l'hôte la persuada de prendre un petit verre de cidre, ce qui fit monter une légère rougeur à ses joues. Le tout ne lui coûta que quelques sous, puis elle repartit toujours à travers champs. Ce fut environ 2 heures plus tard qu'elle se rendit compte que le froid tombait. L'automne avait été si beau, si chaud, qu'elle avait oublié qu'on était en novembre et qu'il pouvait faire froid quand le soleil commençait à disparaître. Elle regrettait maintenant de ne pas avoir emporté un manteau, puis elle pensa qu'il eût été bien difficile de ne pas éveiller ainsi les soupçons du palefrenier et pratiquement impossible de cacher le vêtement dans son panier. Elle avançait lentement dans un champ, labouré en direction d'un bois un peu plus loin. Elle entendit soudain le son d'un cor de chasse, puis un renard sortit du bois. Il traversa le champ devant elle, son corps mince et son panache roux se détachant sur le sol sombre. Son agilité et la grâce de ses mouvements enchantèrent Kamala qui s'immobilisa. Elle contemplait le renard qui traversait une haie lorsque du bois jaillirent les chiens, nez au sol et langue pendante. Elles se ruèrent à la suite du renard qui était maintenant parvenu au milieu du champ voisin. Un chasseur seul les suivait. Il soufflait dans son corps, mais apparemment il n'y avait personne pour l'entendre. Il y avait beau temps que le champ était déserté. Voici une bonne occasion d'assister à la mise à mort, dit une voix profonde auprès de Kamala. Elle tourna la tête surprise. Tandis qu'elle regardait le renard, un homme montant un étalon noir était arrivé à ses côtés. Leurs chevaux se tenaient côte à côte et elle leva son regard vers un beau visage railleur où des yeux noirs semblaient la jauger. « Je ne chasse pas, monsieur, dit Kamala vivement, et avec une dignité qui, elle l'espérait, le dissuaderait de lui parler sans avoir été présenté. Moi non plus, répliqua-t-il apparemment peu décontenancé, quoique, comme je le disais à l'instant, il semble dommage de manquer pareille occasion. Kamala porta son regard vers l'endroit où le renard venait de disparaître, toujours suivi par les chiens. Tout à coup, elle sentit l'excitation de la chasse monter en elle. C'était, comme le disait l'inconnu, une occasion qui ne se présentait pas souvent, spécialement pour Kamala. Son oncle lui permettait rarement de participer à la chasse, excepté dans le voisinage immédiat. En général, elle devait se contenter de chevaucher dans le parc. Mais oncle Marc n'avait plus d'importance et elle pouvait faire ce qu'elle désirait. Kamala se sentait excitée et insouciante. Si elle avait envie de suivre les chiens, elle le pouvait. On eût dit que sa décision muette s'était communiquée à Rollo, sans qu'elle l'eût éperonné,
Il se mit au trot, puis au galop, et en 1 minute, ils avaient traversé le champ, l'inconnu à leur côté. Nous devons nous presser si nous voulons les suivre, pensait Kamala. Le bruit des sabots, le vent qui fouettait son visage, les aboiements des chiens l'emplissaient d'excitation. Elle avait conscience que l'homme à ses côtés était grand et large d'épaules, et savait sans même le regarder qu'il souriait. Ils atteignirent le bout du champ. Il y avait une petite clôture. Rollo la passa aisément. Un champ s'étendait devant eux. Kamala vit le chasseur. Il gagnait du terrain sur lui. Sautait une barrière à l'autre extrémité. Les chiens étaient déjà hors de vue, mais elle pouvait les entendre aboyer. Rollo suivait la piste du chasseur. Lorsqu'ils atteignirent la barrière, il se ramassa sur lui-même et s'enleva magnifiquement. Ils touchèrent le sol sain et sauf, puis quelque chose poussa Kamala à se retourner. L'étranger sur son grand cheval noir avait suivi leurs traces. Mais ou bien il avait mal évalué la hauteur, ou bien son cheval était fatigué. Les sabots de l'étalon touchèrent la barre de la clôture et il tomba en avant, roulant sur le côté dès qu'il eut touché le sol. Kamala vit le cavalier projeté hors de sa selle. Avec difficulté, elle fit faire demi-tour à Rollo. C'est alors qu'elle vit le cheval s'efforcer péniblement de se remettre sur ses jambes. Mais son cavalier gisait encore sans mouvement, tête nue sur le sol boueux.